Bonjour et bienvenue dans Agir pour l'environnement, le seul magazine de l'océan Indien entièrement consacré et dédié à l'environnement de Mayotte. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler du changement climatique et des conséquences de celui-ci sur la ressource en eau. Alors oui, agir pour l'environnement dans notre quotidien, eh bien moi, j'y crois. Pour parler de cette question qui est quand même au cœur de l'actualité, nous avons sur le plateau Floriane Benhassen, la directrice de Météo France Mayotte. Bonjour Floriane. Bonjour. Et nous avons également Nawirou Vita, qui est le directeur d'exploitation du syndicat Les Zones Mayotte. Bonjour Nawirou. Bonjour Anne. Merci à tous les deux d'être sur le plateau ce matin. Alors, une question qui nous brûle les lèvres, comme le soleil. Est-ce que, Floriane, le réchauffement climatique à Mayotte, est-ce que c'est une réalité ? Oui, c'est une réalité qu'on peut mesurer. En fait, ça fait depuis une soixantaine d'années qu'on a des suivis sur Mayotte, alors principalement à Pamandzi et à Combani. C'est les deux stations sur lesquelles on se base. Et donc, le changement climatique a déjà 3 effets constatés sur le territoire de Mayotte. Premier effet, une augmentation de la température mesurée. Donc, on a pris à peu près 0,19 degrés par décennie, soit 1,12 degré depuis les années 60. Oh, c'est beaucoup. Ce qui, effectivement, est beaucoup. Ça peut paraître négligeable, en fait, mais 1,12 degré, c'est déjà une élévation de la température importante et qui est en accélération. C'est-à-dire que sur les dernières années, l'élévation est plus importante qu'au tout début des suivis. La deuxième conséquence, et que là, on mesure à l'échelle de l'océan Indien, c'est l'élévation du niveau marin. Alors, je ne prends pas en compte la subsidence, mais depuis 1993, donc on fait des analyses par photosatellite. On regarde le niveau des océans. On a pris 13 cm sur la zone dans laquelle nous sommes, donc nord du canal du Mozambique, 13 cm d'élévation du niveau marin lié au changement climatique depuis 1993. C'est aussi assez important. C'est incroyable. Mesuré. Et je crois. Non, mais en fait, on a l'impression que c'est pour le futur, mais effectivement, ça nous impacte déjà. Et en termes de pluie, ce qu'on peut constater sur le département, c'est qu'il pleut un petit peu plus sur la partie janvier-février-mars. Par contre, le reste de l'année, on a moins de pluie que dans les années 60. Donc ça veut dire qu'on constate déjà cette espèce de chose qu'on ressent et qu'on dit que la saison des pluies, elle arrive plus tard et elle finit plus tôt. On le mesure déjà. On voit que sur toute la période sèche, on a déjà perdu 30% de précipitations depuis le début de nos suivis. 30% sur la saison sèche. Donc ça ne représente pas un gros volume parce que c'est la saison sèche, il ne pleut pas beaucoup, mais ça veut quand même dire qu'elle est de plus en plus sèche. Et est-ce qu'on peut vraiment imputer ça au réchauffement climatique ? Est-ce que c'est pas, parce qu'on le dit de temps à autre, oui, voilà, c'est une saison des pluies qui n'est pas terrible cette année, ou bien, voilà, il y a ces phénomènes un peu El Niño ou La Niña, c'est à cause de ça, mais non, c'est pas le réchauffement climatique. Est-ce que c'est pas conjoncturel ? Non, parce qu'en fait, tout ce dont je vous parle, c'est du moyen. C'est-à-dire que, bien sûr, la température, elle fait ça. C'est-à-dire que chaque année, elle n'est pas constante. Bien sûr. Mais la pente, elle est quand même réelle. C'est-à-dire qu'on mesure vraiment une augmentation de la température moyenne et il en va de même pour les autres paramètres. Parce qu'on ne regarde pas ce qui se passe une année, mais bien sur une chronique longue, justement, pour pouvoir avoir quelque chose de moyenné. Mais Nawirou, si l'eau monte de 13 cm depuis 1960, ça veut dire qu'il y a de l'eau salée qui rentre dans nos rivières ? Est-ce que ça a des conséquences pour vous ? Pour l'instant, là où on capte les eaux, on n'est pas impacté par le bison salé, mais sur certains forages qui sont sur les côtes, pas loin des côtes, on voit qu'il y a des problèmes d'intrusion de l'eau. De sel. De sel. Donc ça veut dire qu'il y a de l'eau de mer qui rentre dans les forages ? Pas tous les forages, parce que c'est les forages qui sont sur les côtes. Et pour pallier à ça, il ne faut pas trop tirer sur la ressource. En fait, au lieu de tirer, par exemple, je dis n'importe quoi, 10 mètres cubes heure, on baisse le débit pour éviter justement d'attirer l'intrusion du bison salé. Parce qu'une fois que le bison salé est dedans, le forage est plus récupérable. Parce que vous ne pouvez pas produire de l'eau potable avec de l'eau salée ?
Ah si, il y a des usines de dessalement qui sont Mais faites pour. pas avec les outils qu'on a. L'usine de Lourouveni ou bien l'usine de Bouillouni, elles ne peuvent pas, en traitant l'eau du forage, le rendre non salé. Pas du tout. Ça a été conçu pour traiter de l'eau Douce. de rivière, de Ouais. l'eau douce, et non pas de l'eau. Et même, on a des phénomènes par exemple, c'est quelque chose de naturel, le manganèse, par exemple. On, L'usine, au départ, n'était pas conçue pour. Et ça Parce sort d'où le manganèse? Parce que c'est vrai que que on a même eu une pollution au manganèse il y a quelque temps dans la retenue collinaire de Dzoumogné. c'est naturel dans le sol. C'est naturel dans le sol, mais avec l'érosion, ben ça s'accumule, ça Il y a de la s'accumule. concentration. Voilà, et puis on la retrouve. Et il y a des moyens d'adapter les deux usines Il y a pour qu'elles puissent faire face à cette nouvelle réalité. Bien sûr, c'est comme tout élément chimique, mais il faut modifier en conséquence l'usine pour pouvoir traiter ces substances. Ça veut dire des nouveaux produits, un nouveau process dans les bassins de décantation, tout ça? Rajouter d'autres process, bien sûr, pour le manganèse, il y a des filtres manganésés et qui permettent de piéger Le manganèse. le manganèse. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut plus de temps pour potabiliser l'eau, je suppose. Parce que si c'est une étape de plus, Bien entendu, ça ralentit la procédure. C'est le logique, process, quelque bien part. sûr. Et il y a un impact. Si on produit 10 000 mètres cubes jour, on ne va pas produire 10 000 mètres cubes jour parce qu'on a une étape de plus. L'infiltration va se faire plus lentement. bien sûr. Donc, on va perdre de la production, bien entendu. Floriane, quand vous expliquiez tout à l'heure que la physionomie, quelque part, de la saison des pluies était en train de changer, plus concentrée finalement dans le temps, est-ce qu'on va quand même arriver à avoir l'eau dont on a besoin en quantité comme avant, en fait? En fait, quand on regarde les projections à la fin du siècle, donc 2100, on voit que la tendance qu'on est en train d'observer, elle se poursuit. C'est-à-dire on va avoir la même quantité d'eau sur une année, mais elle va pleuvoir sur un temps beaucoup plus court, effectivement, ramassée autour de janvier, février, mars. Donc ça veut dire qu'en termes de quantité d'eau, on aura la même, mais simplement elle va pleuvoir sur un temps beaucoup plus court, donc plus brutalement, ça veut dire inondation, etc. Et ça veut dire qu'on a un vrai enjeu de stockage, à la fois de stockage, soit par des choses artificielles, des retenues collinaires, etc., et aussi naturelles, reforester, favoriser l'infiltration, etc. Donc en soi, la ressource en eau ne va pas vraiment changer pour Mayotte ou se raréfier. Mais par contre, elle sera disponible que sur un temps beaucoup plus court. Mais est-ce qu'il est possible, est-ce que ça se matérialisera toujours, des saisons des pluies pas bonnes, entre guillemets, c'est-à-dire pour une raison climatique quelconque, il pleut pas assez et on manquera d'eau. Ça se produira toujours, ça. Oui, bien sûr, le climat ne va pas devenir homogène, même s'il change, il sera toujours variable d'une année à l'autre, donc ça se produira toujours. Et surtout, les phénomènes de sécheresse risquent d'être accentués, non pas pendant la saison des pluies, mais sur la saison sèche, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on vive sur nos réserves pendant beaucoup plus de temps. Et en plus, on n'en a pas parlé, mais dans un environnement qui va devenir de plus en plus chaud. Mais alors, Floriane, il fait plus chaud. Il pleut moins longtemps. Ça veut dire qu'au moment où il commence à pleuvoir, la terre n'est pas prête à absorber l'eau. Donc, il y a beaucoup de pluie qu'on va perdre en plus, qu'on ne sera pas capable de capter au début de la saison des pluies. Il y a des grandes chances, effectivement, qu'il y ait plus de ruissellement, plus d'inondations et que vraiment, on a un enjeu structurel à essayer de capter ces eaux qu'à l'heure actuelle, on ne capte pas parce qu'effectivement, elles ne peuvent pas s'infiltrer dans le sol, quoi. Effectivement. Et comment ces choses-là peuvent s'anticiper? En fait, il faut complètement changer notre réflexion et notre logique, Naouirou. Le phénomène est déjà visible, il n'y a pas besoin d'être des scientifiques pour le prouver. Dès qu'il pleut aujourd'hui, on voit que toutes les rues sont déjà pleines d'eau. Et ça, ça veut dire que cette eau-là n'a pas infiltré dans le sol. Donc, ce qui n'était pas le cas il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, quand il pleut, avant de voir l'eau arriver sur les rues, je pense qu'il y a plus de 50% qui s'infiltrent avant que les rues soient inondées d'eau.
Je pense qu'on est nombreux à se poser cette question. On dit que les glaciers fondent, on dit que le niveau de la mer augmente. Vous avez dit vous-même 13 cm depuis les 60 dernières années. Mais en fait, en réalité, on ne manque pas d'eau. Alors pourquoi on en manque ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. De l'eau, il y en a en pagaille, les glaciers fondent, vous l'avez constaté vous-même, et pourtant on n'en a pas. C'est un problème. Effectivement, ça peut, dit comme ça, oui. En fait, l'élément eau, il est fini à l'échelle du globe. C'est juste sa répartition qui va changer. Donc, effectivement, il y a autant d'eau qu'avant. Elle est juste pas répartie pareil. Donc après, c'est là qu'entre la notion d'adaptation au changement climatique. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on réfléchisse. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre comme on vivait dans les années 80. Et en fait, on a un temps d'adaptation qui est long. Parce que ça veut dire changer profondément toute notre manière de faire, notre manière de vivre pour aller capter différemment cette ressource, la traiter, l'utiliser et changer notre manière de faire. Et ça, c'est plus difficile à mettre en œuvre qu'il paraît. Mais comment on peut arriver à... Je pense que le constat est clair et vous l'avez tous les deux bien posé. Comment on peut arriver à se préparer à ce que quand la saison des pluies va arriver avec des sols désormais beaucoup plus secs qu'avant et arides qu'avant, à faire en sorte qu'on perde le moins d'eau possible, puisque tout va être concentré sur 3 mois. Le but, c'est de pouvoir capter très vite cette ressource. Comment on fait ? Eh ben, il y a comme les retenues collinaires qu'on a construit, les deux, je pense qu'il va falloir, d'une part, poursuivre les travaux sur les retenues collinaires. Donc il faut en construire une troisième ? En construire d'autres. Et il y a aussi, c'est pas la solution miracle, parce que s'il ne pleut pas, comme il n'a pas plu l'année dernière, il faut savoir que les retenues, il y en a une qui a été remplie quasiment qu'à 50% et l'autre à moins de 50%. Donc si on construit des retenues collinaires et qu'on n'ait pas d'autres ressources de substitution, on serait toujours dans le même problème que là. Par contre, on doit aller chercher des forages plus profonds. Ça, c'est l'une des solutions. Parce que, oui. Aller au-delà de 100 mètres pour aller chercher de l'eau. Mais on est sûr qu'il y en a ? On en a trouvé. On en a trouvé un forage à Combani. On est à entre 70 et 80 mètres cubes heure, ce qui n'est... Ça fait partie d'un des forages les plus productifs et elle est à plus de 100 mètres. Donc, et d'où elle provient, Nawirou, cette eau qui est à plus de 100 mètres en dessous de nos pieds? C'est monstrueux. C'est de la pluie, mais c'est de la pluie ancienne. C'est-à-dire que il y a des... Comment dire ? Les nappes souterraines, c'est pas un trou dans le sol qui est rempli d'eau. Non, c'est des roches fracturées, c'est des gravillons. En fait, c'est des couches géologiques qui sont entre deux couches imperméables et qui servent de réservoir. Donc c'est bien de la pluie qui s'infiltre et qui à un moment va rencontrer à un endroit une roche fracturée où elle peut s'installer et en dessous une couche d'argile imperméable, elle va rester là. Et donc, suivant les territoires sur lesquels on vit et l'histoire géologique, on peut avoir des couches comme ça géologiques très profondes avec de l'eau qui a 10 000 ans ou plus. Certaines eaux sont vraiment très vieilles. Et donc, 10 000 ans, mais là, il vous faut combien de processus de traitement ? Justement, au contraire, alors là, je parle plutôt peut-être pour la métropole, il y a vraiment des nappes très profondes où l'eau est très ancienne. Et en général, elle est d'excellente qualité, parce que le sol a fait une filtration naturelle très intéressante. Mais c'est de l'eau qu'il faut aller chercher avec parcimonie, parce qu'elle met beaucoup de temps à se renouveler. Bien comme sûr. L'eau a déjà mis 10 000 ans à arriver là. Oui, si on la vit dans 2 ans, forcément... C'est pas soutenable sur le long terme. Bien sûr. Et du coup, j'aimerais compléter ce que disait Vita. Je pense qu'effectivement, diversifier la ressource en eau, c'est un enjeu essentiel. Et on voit bien qu'on ne pourra pas couper au dessalement, de toute façon, vu l'augmentation de la population, parce que c'est quand même à ça qu'on répond. Hein.
Et il y a un énorme enjeu d'aménagement du territoire. C'est-à-dire que ce dont parlait Vita tout à l'heure, c'est ces eaux qui ruissellent dans le milieu urbain, ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'il y a des villes qui ont fait le choix de construire davantage d'espaces verts, de faire ce qu'on appelle des noues d'infiltration, donc des espèces de petits fossés artificiels qui permettent de venir infiltrer l'eau dans les sous-sols. On peut penser l'espace urbain pour qu'il soit plus résilient à la pluie et qui favorise l'infiltration. Et évidemment, sur l'espace rural, on le sait, je pense tous, il y a un énorme enjeu de reforestation. Parce que les baisses qu'on constate dans les débits des cours d'eau qui sont déjà mesurés à l'heure actuelle, c'est... Et on le voit sur la vidéo, oui. Exactement. J'imagine que les rivières que Naoto a connues dans son enfance ne sont pas les rivières d'aujourd'hui en termes de quantité. Et ça vient essentiellement de la déforestation. Et puis de la rivière mal entretenue, Oui. on voit là, il n'y a pas de débit parce qu'il y a de la terre en plein milieu du cours d'eau et que ça n'aide pas non plus à son fonctionnement oui, naturel. déforestation dit érosion, dit encrassement, etc. Donc on a un enjeu sur l'aménagement de notre territoire et ça c'est quelque chose sur lequel on a la main. Alors, il y a une question que j'ai encore envie de vous poser. On parle beaucoup du trait de côte qui recule. C'est un peu jargonneux hein, pour nous. Ça veut dire quoi un trait de côte et pourquoi il recule? Alors le trait de côte, c'est, on va dire prosaïquement, la limite entre la terre et la mer. Voilà, c'est l'endroit... La plage. La plage, exactement. Alors après, ça se matérialise à certaines marées. Voilà, il y a une espèce de convention qui dit à telle marée, c'est là qu'on voit le trait de côte. Ah oui, ça monte pas plus haut. Ça peut monter plus haut, mais en moyenne, c'est à peu près là. Et Mhm. donc, on dit que le trait de côte, c'est à peu près à cet endroit-là. Mais ça, à la limite, c'est un détail. Donc, c'est la frontière entre la terre et la mer, toute cette zone côtière qu'on connaît. Et donc, le fait qu'il recule, en fait, c'est lié à une action mécanique de l'eau. C'est-à-dire que, naturellement, en fait, les vagues vont venir récupérer des sédiments. Alors, il y a des choses qui se passent vraiment à l'échelle annuelle où les plages vont... D'un côté, on va constater qu'il y a du sable qui s'en va, mais ça se recharge de l'autre. Puis après, il y a des plages qui, sur le long terme, vont perdre de la matière parce qu'elle va partir dans les océans. On pense à Petit Moya, par exemple, où le recul des falaises est vraiment marqué. Ou d'autres plages dans le sud, notamment, où on a des cas de cimetières qui se retrouvent dans l'eau, des écoles, etc. Et donc ça, c'est la mer qui gagne petit à petit. Et forcément, C'est parce que les glaciers fondent et tout ça? Alors, il y a l'augmentation du niveau marin par le changement climatique. La subsidence, c'est-à-dire le fait que l'île s'enfonce à cause du volcan, c'est venu beaucoup accentuer ce phénomène-là. Parce qu'on sait comme... La subsidence, c'est 500 ans d'évolution géologique en 1 ou 2 ans. C'est ça. Donc, ça vient gratter les terres et donc on perd en fait de la surface terrestre d'année en année. Voilà. Est-ce que l'érosion, la déforestation, donc qui génère de l'érosion, est-ce que ça contribue aussi à faire reculer le trait de côte? Parce que on pourrait imaginer que le bord de plage est ensablé, et donc l'eau, elle remonte plus en profondeur dans les terres. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est acceptable? Moi, je dirais non de but en blanc comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait de lien. Par contre, ça joue sur la qualité du récif corallien. Et le récif corallien est sur la qualité des mangroves aussi. Et ces deux-là, c'est des barrières indispensables en fait pour nous protéger à la fois des vagues qui viennent de l'extérieur et aussi du recul du trait de côte. Donc, en détériorant l'environnement, ça a un impact indirect. Ouais, comment on le voit, hein, notre action, le fait de quelquefois juste vivre et faire un peu n'importe quoi, ça contribue à abîmer la nature et donc à avoir des conséquences sur l'eau. Comment on peut limiter les effets pervers de notre présence sur la ressource en eau? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il y a plein de gens qui en ont conscience et qui ont envie de faire des choses, mais qui ne savent pas forcément ce qu'ils doivent faire. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, c'est se rendre à l'évidence que si on ne fait rien, on risque la catastrophe. Et c'est quoi la catastrophe? C'est que toutes les eaux qui vont tomber, malgré qui va tomber, ces eaux ne vont pas s'infiltrer, les forages qu'on a ne seront pas réalimentés et tout va... Parce que, en fait, un sol sec ne retient pas d'eau. C'est clair, l'eau, on le voit très bien, ça ruisselle. Donc, ça, c'est clair. Si on n'arrive pas à réalimenter le sol,
c'est même les forages qui peuvent être à 100 mètres, ils vont baisser de volume d'eau, parce qu'on va récupérer, mais on ne va pas réalimenter, on ne va pas recharger. Donc, au final, on va se retrouver avec de la ressource d'eau douce inexistante, quasiment, parce que si on a 20% d'eau douce, c'est déjà très difficile si on arrive à ça. Mais alors, comment est-ce qu'on prépare l'avenir? C'est quoi les gestes que monsieur et madame tout le monde doivent pratiquer à la maison pour être peut-être plus éco-responsables? Parce que certains ont envie de le faire, mais ne savent pas peut-être ce qu'ils doivent faire. C'est vrai que c'est toujours une question délicate. Tout le monde, hein, je pense qu'on vit tous dans cette dichotomie, c'est-à-dire qu'on sait et on a du mal à se mettre en action. Sur le côté changement climatique, il faut garder en tête que donc c'est quelque chose de mondial, hein, c'est pas uniquement le ou la mahoraise qui est responsable du changement climatique, pas du tout. Mais du coup, on a tous une responsabilité individuelle. Donc, c'est causé par l'émission de gaz à effet de serre. Il peut y avoir... et du coup, la première chose à faire, effectivement, c'est déjà l'utilisation de la voiture. L'utilisation de la voiture, ça, c'est quelque chose qui est très impactant. À l'échelle individuelle, bien sûr, et encore pire, de l'avion. Alors, on est sur une île, compliqué de ne pas prendre l'avion, mais c'est quand même un des principaux émetteurs de CO2 à l'échelle individuelle. Voilà, le prendre l'avion, c'est très polluant. Donc, au maximum, essayer de rationaliser l'utilisation de tous ces moyens de transport qui font beaucoup d'émissions et qui font que, à échelle individuelle, on pollue pas mal. Surtout qu'il faut garder en tête qu'un gaz à effet de serre, ça vit une vingtaine d'années dans l'atmosphère. Donc déjà aujourd'hui, même si on se mettait tous à être super écolo, il faudrait presque 20 ans pour qu'on en voit les impacts. Mais Floriane, on dit, alors je ne sais pas si c'est déjà très vrai à l'échelle de Mayotte, mais on dit à l'échelle de la métropole, par exemple, que les puits de carbone ne sont plus efficaces. C'est terrible ça veut dire qu'on va mourir de chaud en fait. Je ne sais pas si on peut dire qu'on va mourir de chaud, mais ça veut dire là, on parle de ce que tout à chacun peut faire, mais c'est une société qui doit changer. C'est-à-dire que déjà, en étant simplement français, c'est-à-dire en ayant des autoroutes, des constructions, on émet déjà plus que ce qu'on devrait émettre. Donc ça veut dire que le changement, il est très, très profond. Et c'est pour ça qu'il est compliqué. Si on parle uniquement de l'eau, moi je pense qu'à l'échelle individuelle, il y a déjà à se rendre compte que c'est une ressource précieuse, donc il faut éviter de la gaspiller au maximum. Parce que même si là, par exemple, on est en saison des pluies, puis elle est relativement présente, on dépense beaucoup d'énergie pour la capter, pour la traiter. Et ça a aussi un impact. Et du coup, dans son utilisation de l'eau, peut-être essayer de diminuer un petit peu sa part d'eau potable pour augmenter le reste, c'est-à-dire mettre un récupérateur d'eau de pluie de chez soi. Ça veut dire que ceux qui ont la chance d'être propriétaires, peut-être ne pas bétonner toute la cour, mettre un petit arbre à un endroit pour infiltrer. Permettre, faciliter l'infiltration. Voilà, et aussi avoir conscience que une des difficultés qu'on va avoir dans le futur, c'est que la température moyenne va augmenter et le nombre de jours de forte chaleur va aussi augmenter à Mayotte. Et les arbres, en fait, c'est prouvé dans les études qu'on fait sur les îlots de chaleur urbaine, le fait de remettre de la nature en ville, ça abaisse la température. Donc même c'est positif même pour nous, si dans son jardin, on plante des fleurs, des petits arbres ou même des grands arbres en fonction de son goût et de son espace, mais il faut absolument remettre de la nature en ville. Oui. Et enlever le béton pour que l'eau puisse pénétrer dans le sous-sol. Oui, dans le sol, et pour que la température reste vivable pour un être humain. Le béton, c'est... Voilà. Et après, il y a toute une réflexion, mais ça qui se joue peut-être pas à échelle individuelle, sur les matériaux de construction, la manière dont on construit. Par exemple, une des maladaptations au changement climatique, c'est la climatisation. On le fait tous, hein. Moi, j'utilise la clim, c'est sans jugement. Mais c'est une pompe à chaleur. Donc, ça veut dire que la chaleur qu'elle prend dans la maison, elle la rejette dehors. Donc, en fait, c'est un cercle infini. Oui. On réchauffe dehors pour refroidir dedans. Donc, ça veut dire quand même que dans la manière dont on construit, il faut qu'on arrive à trouver une manière de construire où les maisons sont plus fraîches. Mieux pensées, en fait, pour se ventiler plus naturellement, quoi. Voilà. Vous avez d'autres pistes pour nous guider, Nawirou, faire des choses différemment? Ou vous pensez que Floriane a... Elle a parlé de transport. Je pense qu'il faudrait banaliser, rendre banal le transport en commun partout, parce qu'il y a
déjà à Mayotte, On n'a on pas. le voit, il y a trop de voitures. Il y a trop de Et voitures. il faudrait, Même les bouchons sont infernaux, il faudrait- indépendamment du réchauffement climatique à il, vivre. et il tout. faudrait vraiment que les transports en commun deviennent quelque chose de naturel pour tout le monde. Mais ça va prendre du temps. Eh oui, ça va prendre du temps et en attendant, il faut économiser l'eau. Moi, c'est ce que je retiens et verdir au maximum tout ce qu'on peut verdir. C'est un peu ça l'idée. Bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux. Je crois qu'on y voit beaucoup plus clair. C'est précis. On sait, en tout cas, on peut être acteur de notre environnement et tenter de faire bouger les lignes. Merci beaucoup. Et bien, nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un nouveau thème et je pense qu'on parlera d'eau. À très vite.